La déséparation de l'Église et de l'État, monsieur Dan. Donc, ouais, va y avoir pas mal de choses qui seront poursuivies dans cet épisode de façon intéressante, et des choses que j'ai trouvées un peu trop rapides, un peu trop faciles. On va y aller un petit peu dans l'ordre, en commençant par ce qui se passe autour de Bran et de son évasion avec Mira, pas Shira, je tiens à m'excuser pour ça dans l'épisode précédent. Excusez-moi, on dit rarement son nom, je retiens pas les noms comme ça. Voilà, je fonctionne une fois de plus par rapport à mes réactions sur le coup à l'épisode, et j'ai pas que ça à foutre que de venir vérifier les noms de chaque personnage à chaque fois. Voilà, je m'excuse, s'il y en a qui se sont sentis un peu vexés pour ça, mais voilà, je changerai pas par rapport à ça. Donc ouais, Mira s'enfuit avec Bran, alors que lui il est en pleine transe, il y a des tonnes de flashs qui lui viennent de trucs du passé, ce qu'il a vécu, ce à quoi sa famille a assisté, la mort de son père. Il y a même des flashbacks d'avant, lors du roi fou qui voulait incendier tout le monde. Il me semble que c'est des images nouvelles, ça, inédites. J'ai pas souvenir qu'on avait montré ces extraits avant, donc c'est plutôt cool de montrer le roi fou rapidement comme ça. Mais bon, là, ils se font pistés, retrouvés par les zombies, seulement une petite poignée, histoire de dire qu'ils sont là, mais ils ont pas non plus amené toute la smala. Et ils ont l'air bien partis pour crever, mais c'est là qu'ils se font sauver in extremis par une apparition de nulle part, une espèce d'inconnu qui reste un petit peu mystérieux dans sa façon d'être pour une raison qui m'échappe totalement. Je sais pas pourquoi il fait le mystérieux sur le coup, mais c'est histoire de faire genre suspense qui est ce personnage, mais voilà, il les sauve avec une espèce de fléau enflammé, et il leur dit suivez-moi si vous voulez vivre, et plus tard vers la fin de l'épisode on apprendra qu'il s'agit en fait de l'oncle qui a disparu à la fin de la saison 1, bordel de merde, ça commence à faire long. Et ouais, il nous raconte rapidement qu'il a été sauvé de justesse par les... ils ont donné leur nom, je sais plus, quoi, les Dryades, une fois de plus, excusez-moi, et qui l'ont sauvé in extremis de se transformer en zombie avec leur magie truc muche, et donc maintenant ils travaillent pour la Corneille, et maintenant la Corneille c'est Bran, puisque l'ancienne Corneille est morte. Voilà, et Bran se dit ça va être difficile, je suis encore inexpérimenté, j'ai encore des tonnes de trucs que je comprends pas, et ben, il va falloir que tu t'y fasses, il va falloir que t'apprennes de toi-même, parce que le roi des morts va pas tarder à venir nous faire chier, quoi. Donc c'est pas trop mal, j'apprécie le fait qu'on ait repris un acteur qu'on n'avait plus vu depuis 5 saisons, il me semble bien que c'est le même quand même, je me plante pas, ou alors s'il lui ressemble beaucoup, et c'est cool, c'est vraiment cool de voir ça. Je me demande pourquoi, s'il travaille pour la Corneille, ce n'est que maintenant que Bran le rencontre, mais bon, c'est un détail ça. Sinon, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal comme moment. Bien, on va voir d'autres petits trucs, j'en parle rapidement, une scène autour de Daenerys. À la toute fin, c'est censé être le petit cliffhanger qui, honnêtement, pour moi, fait un peu trop expédié pour avoir beaucoup de poids, où il ramène donc les Dothraki chez elle, en sachant qu'il va y avoir une semaine de marche et qu'elle s'apprête à quitter Myrine pour partir à Westeros après. Apparemment, elle se dit merde, quoi, il reste plus que 2 saisons, il faut que j'y aille Westeros, bordel de cul, Donc, histoire d'appuyer son autorité, on va dire, elle voit son dragon Drogon qui vole pas loin dans le coin, et hors champ, elle le mate. Genre, à la fin de la saison précédente, on a vu que c'était pas encore tout à fait ça. Il est venu l'aider rapidement aux arènes, mais après, elle arrivait pas très bien à le contrôler. Mais maintenant, c'est bon. Genre, elle a gagné confiance en elle en se mettant dans le feu. Maintenant, ouais, c'est bon, je peux le manier. Et hors champ, maintenant, elle le grimpe comme ça et il lui obéit sans problème. Waouh, vous avez bien développé ça, c'est tellement satisfaisant. Wouh! Maintenant, c'est bon, elle peut contrôler ses dragons sans problème. Super. Voilà. C'était trop génial, ça. Donc, ouais, c'est un détail qui me gêne un petit peu. Vous allez trop vite à ce niveau-là, et l'impact de la chose est pas aussi fort que ça aurait pu l'être. Enfin bon, du côté de Lord Frey, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Il y a beaucoup de personnages qu'on n'avait plus depuis quelques temps là qui réapparaissent. Lord Frey réapparaît pour parler un petit peu du grand-oncle Tully, qui l'a un petit peu tourné en ridicule en reprenant Vivseg, parce que c'est lui qui a réussi à s'échapper des noces pourpres et à se former une petite armée, à rallier pas mal de gens pour reprendre Vivseg et donc le prendre un peu de travers, le gars. Et donc il est pas trop content, Lord Frey, il faut qu'on reprenne le coin, etc., etc.
Et j'ai un plan pour ça, parce que j'ai gardé son neveu, vous vous rappelez, Enmur, c'est ça, hein, qui s'était marié lors des noces pourpres. Ben lui, il a pas été tué. Hein, voilà, c'était c'était un peu ouvert, hein, parce que bon, ça aurait pu se faire hors champ, mais il a pas été tué, et il a été gardé prisonnier pendant tout ce temps, et c'est que maintenant qu'on le met en avant. Ok. Alors, il y a un truc avec la famille Tully, la famille... la famille Stark, avec leurs membres de la famille qui se font capturer, qui servent d'otages dans cette saison aussi. Hein. Entre Rickon et le mur, c'est pas mal, quoi. Donc, ouais, ça peut être intéressant, cette espèce de conflit qui vient. J'ai le sentiment qu'il va y avoir certaines choses qui vont se conclure un petit peu autour de Viv Seg et de Frey dans cette saison, et oui, ce serait pas mal de le faire, puisque ce sera remis sur le tapis à la fin de l'arc autour des Lannister à Port-Réal. J'en parle rapidement parce que bon, c'est moyennement en rapport avec tout le reste. C'est qu'à la fin, Jaime est démis de ses fonctions de chef de la garde, et maintenant il doit contrôler une armée pour aller reprendre Viv Seg. Donc il va y avoir ces espèces de conflits qui se mettront en place. Et étant donné que, si j'ai bien compris, Brienne doit se rendre à Viv Seg pour parler avec le grand-oncle Sansa, ça veut dire que Brienne et Jaime devraient se retrouver, je pense. Hein. Donc il va y avoir des choses qui se remettront ensemble, et il va y avoir une espèce de petite conclusion par rapport à Lord Frey, c'est pas mal, quoi. Je suis impatient de le voir clamser, celui-là, je vous jure, ça va être une petite satisfaction aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal les choses qui sont mises en place par rapport à ça, et donc, puisque j'en ai parlé, à Port-Réal, c'est... le début de l'expiation de Marjorie. La marche d'expiation va pas tarder à avoir lieu. Et Tommen parle au grand moineau pour la énième fois en se faisant de plus en plus influencer bêtement. Et apparemment ça a été aussi le cas pour Marjorie. Genre, le grand moineau le laisse parler à Marjorie, et Marjorie lui dit « Ah ouais, il m'a fait voir la vérité, je donnais une fausse impression, je jouais un rôle quand j'aidais des gens, maintenant il m'a fait comprendre la vérité, tout ça, tout ça. » Alors, j'ose espérer que c'est une espèce de jeu qu'elle fait pour essayer de se mettre dans la poche le pouvoir en place qui se met en place autour de la foi. J'ose espérer, parce que si elle a vraiment été convaincue, c'est une faible, et ça ne correspond pas du tout, ça ne colle pas du tout avec ce qu'on a vu d'elle il y a 2 épisodes de ça, hein, où elle était prête à lutter un peu contre lui, et où elle croyait pas trop ses boniments. Donc j'espère que c'est ça, quoi, qu'elle fait semblant d'être du côté de la foi, parce qu'elle se rend compte que Tommen a dû être manipulé par ça, parce que voilà, c'est une espèce de girouette facilement manipulable, ce con. Et sa mère n'a rien fait pour essayer de le mettre de son côté durant ce temps-là, parce qu'elle est complètement conne à ce niveau-là. C'est pas comme si c'était lui le roi qui pouvait prendre des décisions importantes, non, non, hein, c'est pas comme si t'avais déjà vécu ça avec Geoffrey, non, on fait pas gaffe à ce que fait Tommen. Surtout que, dans le début de cette saison, il y a Tommen qui demande à sa mère de l'aider à se raffermir et à faire quelque chose pour mieux diriger tout ça, et elle fout rien apparemment. Elle le laisse se démerder et parler au grand moineau comme ça. Foutez-vous de ma gueule, quoi. Foutez-vous de ma gueule. Sérieusement, je veux bien comprendre que Tommen soit le jeune influençable et qui se laisse avoir par les belles paroles de la première personne qui lui parle. Seulement, comment ça se fait que ce soit que le grand moineau qui lui parle, merde? Ça n'a aucun sens que Cersei le laisse comme ça et que personne n'essaye, du côté de Cersei, de se le mettre un peu plus dans la poche, quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Mais voilà, quoi, il se laisse facilement manipuler, ce qui fait que lors de la soi-disant marche d'expiation où Marjorie ne se fait pas tondre, et je me dis ouais, vous foutez un petit peu de ma gueule, mais non, ça va être justifié, il y a Jaime, le père de Marjorie et Loras, histoire de dire qu'il existe, et donc Olenna qui s'y rend pour dire ah, on vient avec toute l'armée, maintenant vous nous remettez Marjorie et Loras sans faire l'histoire, merde. Et c'est bien, vous auriez pu faire ça depuis le début, hein, si c'est pour partir là-dessus. Qu'est-ce que ça change de faire ça, alors qu'il y a tout le monde qui assiste à ça et que le peuple aurait pu se rebeller un petit peu et foutre le bordel? Ça aurait pu se faire avant, non, 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 hein, c'est que maintenant qu'il fallait le faire. Bien sûr, ça n'a aucun putain de sens, et c'est ça le seul plan qu'Olenna, Cersei et compagnie ont trouvé, quoi. C'est-à-dire que pendant
la marche d'expiation, on va rameuter l'armée des Tyrell pour forcer un petit peu la foi militante à relâcher tout le monde. C'était ça votre plan, il n'y avait aucune subtilité particulière. Bravo. C'est vachement réfléchi de la part de ces personnes qui sont censées être les têtes pensantes. Vraiment, Olenna, elle me déçoit totalement, quoi. Elle se laisse faire comme une glandue en utilisant quasiment aucune de ses influences. Et je trouve ça dommage. On a mis en place que c'était quelqu'un de très réfléchi et depuis cette espèce de plan pour se débarrasser de Geoffrey, elle subit en essayant de faire 2-3 petits trucs, mais sans que ça aille très loin, quoi. C'est ça, Olenna? Bah super, hein. Merci de chier sur un personnage qui était très intéressant avant. Mais voilà, quoi, ils arrivent et ça sert à rien, puisque grâce à Marjorie, Tommen a accepté la foi militante et a accepté de regrouper État et religion, donc maintenant ce sera un pays gouverné par la foi. Voilà, la foi aura un rôle très important, il y aura cette espèce d'alliance qui se nouera, et étant donné que Marjorie a aidé à convaincre Tommen, elle a plus à faire son expiation. Bon, c'est bon, hein, ça va, elle a fait sa bonne action, il n'y a pas de problème. Ouais, un petit peu hypocrite, connard, hein, c'est un petit peu hypocrite de pas aller jusqu'au bout par rapport à ton dogme. Ça c'est aussi un truc qui me gêne un petit peu, parce que maintenant j'ai le sentiment que le grand moineau comprend le jeu de pouvoir et n'a plus son espèce d'idéologie qu'il veut vraiment appliquer jusqu'au bout par rapport à ce qu'il pense, quoi. Il a des idéaux, mais en fin de compte, ce qui lui importe le plus, c'est d'avoir le pouvoir, c'est de représenter sa foi dans le pouvoir, quoi. Et tant pis si on doit être leste sur certains trucs, semble-t-il. Voilà, je suis pas fan de cette conclusion, de ce développement. Tommen qui accepte comme ça, alors que bon, quand même, ces mecs ont séquestré sa femme pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça dépend combien de temps a duré ces nombreux épisodes. Ils ont tourné sa mère en ridicule, en lui foutant la honte de façon vachement poussée, et il se dit, ok, très bien, quelques petits discours de la part du grand Mano, et on travaille ensemble maintenant, je leur donne la moitié du pouvoir. Cool. Non, je peux pas. Ça aurait été intéressant si ça avait été amené de façon totalement différente depuis le début. C'est-à-dire si ils n'étaient pas totalement contre les intérêts directs de Tommen dans leurs actions au départ. Mais c'est clairement pas le cas. Ils ont clairement été contre ce que voulait Tommen au départ. Mais maintenant, il se dit ok, très bien. Marjorie m'a fait son dernier petit discours à la con, rapide. Pour une raison qui m'échappe encore, j'espère qu'on donnera une excuse acceptable à ça. Et maintenant, voilà, la foi est avec l'État. Pas fan, hein, vraiment pas fan de ça, de ce développement, hein, surtout la façon dont il est amené. Donc ouais, vous allez vraiment faire durer cette foi militante durant un bon petit moment en fait. Hein. Le sentiment que même d'ici la saison 8, ils seront encore là. Hein. Comme c'est parti ce truc-là. Ok, d'accord. Donc comme je l'ai dit, c'est suite à ça que Jaime sera démis de ses fonctions parce qu'il a essayé de s'en prendre à la foi militante et donc à l'État puisqu'ils sont liés maintenant. Oui, bien entendu, il n'a pas pensé à prévenir les autres aussi quand il a pris cette décision avant la marche de l'expiation, évidemment, hein, ce petit con. Et ouais... Il fait pas ça pour Olenna et pour le père Tyrell, qui eux aussi ont participé à ça. Il s'en fout royalement peut-être, je sais pas. Mais bon voilà, il dit à cause de ce que t'as fait, t'es un petit peu obligé d'être démis de tes fonctions, mais tu continueras à me servir, va donc conquérir Riveseg. Et c'est là que bon, il est obligé de partir alors qu'il essaye de trouver un autre truc pour s'attaquer directement à la foi, mais... Cersei lui dit c'est bon, suis les ordres, on trouvera quelque chose, on les attaquera plus indirectement. Ce serait cool d'avoir pensé à ça avant, plutôt que l'affrontement direct que vous avez suggéré. Et c'était à peu près le seul angle d'attaque que vous avez eu depuis le début. Ça aurait été cool de faire ça, d'y penser un petit peu avant. Mais voilà quoi, il est obligé de partir en guerre, tandis que Cersei lui dit ouais, on va être fort et leur montrer qu'on est encore fort, nous les Lannister. Mon procès arrive bientôt, mais bon, on fera un duel judiciaire et j'ai la montagne ultra cheatée avec moi, donc... j'ai aucun souci à me faire, vous savez, hein. Aucun souci à me faire. Et voilà, quoi, c'est
Non, le développement est pas convaincant. L'idée est pas mal de rabibocher l'Église et l'État. Hein. J'ai pas de problème avec ça. La façon dont c'est amené, non. Non, vraiment pas. Hein. Je suis pas fan du tout. Bon, on va parler des choses qui me plaisent plus là-dedans. Avec, pour commencer, Arya, le petit segment autour d'Arya qui poursuit donc ce qu'elle a vécu dans l'épisode précédent. Et punaise, vraiment, ça fait plaisir de suivre quelque chose où je me sens investi, mais totalement dans les décisions d'Arya, dans ce qu'elle veut faire et dans la mise en place. Parce que bon, voilà, on suit encore notre troupe de comédiens de rue qui font la suite de leur pièce. Alors j'imagine qu'elle était déjà dans la pièce cette partie-là, mais qu'on l'avait pas vue la première fois. Et donc ouais, c'est la suite où on montre l'empoisonnement de Geoffrey et où bien entendu on diabolise totalement Tyrion alors que lui n'y est pour rien, évidemment. Donc il y a ce côté un petit peu marrant où tout le monde est triste de voir Geoffrey se faire buter, parce que oui, à nouveau, tout le monde est du côté des Lannister à Braavos, semble-t-il. Et c'est la seule à se marrer de le voir, l'acteur qui joue Geoffrey, mourir en fait, pour de faux évidemment, agoniser comme ça. J'avoue que c'est assez drôle, et c'est là qu'elle se rend compte une fois de plus que la petite actrice qui joue Sansa est toujours aussi jalouse de l'actrice principale, Lady Cigogne, si je me souviens bien, puisqu'elle récite son dialogue derrière la scène sous son dos. Donc, elle a de plus en plus de soupçons quant à ce pourquoi on veut tuer cette femme. Et donc, au début, elle a l'air bien partie quand même pour empoisonner son verre, son alcool, mais après une petite discussion entre elles qui est plutôt jolie, elle se dit merde, je peux pas accepter ça, je peux pas laisser faire ça. Et donc, elle renverse son verre avant qu'elle le boive. Un petit moment de malaise parce que bon, on se demande pourquoi elle fait ça. Et elle lui dit la vérité, faites gaffe, cette femme veut vous tuer. Avant de partir, et donc d'accepter le fait qu'elle ne fera pas partie des sans-visages. Hein. Mais bien entendu, elle était un petit peu surveillée parce qu'on avait un peu de crainte au bon déroulement de son plan. C'est d'ailleurs un petit peu bizarre qu'elle n'ait pas remarqué l'autre élève de Jaqen, qui est quand même assez notable. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si c'était le deuxième seul visage que tu vois tous les jours. T'as pas fait gaffe à ça, mais bon, c'est un détail. Et elle se dit, merde, ouais, je vais plus continuer cet enseignement-là, je me barre, je récupère ma petite épée, mon aiguille, ça fait plaisir de voir ça. Et oui, je vais essayer de trouver un moyen de m'en sortir, tandis que Jaqen, qui a donc eu vent de ce petit fiasco pour lui, se dit, merde, dommage, elle promettait tellement, fais en sorte qu'elle souffre pas. Donc voilà, elle va devoir se frotter à eux, quoi, parce qu'elle ne peut pas accepter la philosophie de leur maison, en gros. C'est un peu ce que j'avais prévu, et je suis un peu content que ça parte là-dessus. Je trouve ça intéressant, honnêtement. Hein, c'est-à-dire qu'elle obtient quelque chose des enseignements qu'elle a eus de leur part, mais se dit qu'elle n'est pas prête à aller jusqu'où ils vont parce que ça ne correspond pas à ses idéaux à elle. Moi, je trouve ça très intéressant. Un développement très intéressant. Et donc, il y a un nouveau conflit qui se crée par rapport à ça, qui promet, vraiment qui promet par la suite. Hein, je sens que le petit conflit entre Arya et l'autre fille, à nouveau, on donne jamais son nom, hein, ça promet d'être très intéressant. Et je sais pas, est-ce que Jaqen, elle va être obligée de confronter Jaqen aussi? Ça peut être pas mal. Voilà, je trouve que pour un truc qui m'a un peu gonflé pendant une saison et demie, vous avez su bien rebondir et partir vers un développement qui peut promettre une conclusion très intéressante. J'aime beaucoup ce développement pour l'instant. Voilà, depuis 2 épisodes, ça fait plaisir de revoir une intrigue autour d'Arya qui m'investit vraiment. J'aime beaucoup ça. Ensuite, il nous reste à voir, il me semble seulement Sam et Vert. Je vois pas d'autres trucs, peut-être que ça me reviendra. Voilà, Sam et Vert qu'on n'a plus vu depuis un certain temps, j'en ai pas parlé mais il y a quelques épisodes de ça. On avait vu Sam et Vert prendre le bateau direction la grande citadelle, histoire de dire que bon, on les avait pas oubliés.
ça appuyait pas grand chose à part la situation comme quoi, oui, il pourra pas l'amener à la citadelle comme ça parce qu'on n'accepte pas les femmes et donc il fera en sorte qu'elle reste chez ses parents. En dépit du fait que son père le voit pas très bien. Mais bon, hein, sa mère et sa sœur sont très sympas et seraient prêtes à l'héberger sans trop de problèmes. Et donc voilà, ils se rendent à la citadelle, ils se rendent chez Sam et on voit que c'est quand même un coin assez huppé, hein, c'est vraiment une demeure de nobles. Hein, il leur a dit quand même que l'enfant était son enfant et non pas né de l'inceste entre Vert et son père, et que Vert n'était pas particulièrement une sauvageonne. C'est-à-dire qu'il l'a rencontré dans le Nord, il n'a pas précisé plus, voyez. Ça veut dire, ouais, les sauvageons sont pas très bien vus par chez nous, donc... on va éviter de dire que t'en es une, hein, ça serait bien. Et donc voilà, il y a la rencontre avec les parents, la famille, tout ça, et on voit le cadre dans lequel il a dû grandir, Sam. C'est très intéressant. C'est très intéressant de voir que les femmes de la famille le considèrent très bien parce que c'est quelqu'un qui aimait être érudit, c'est-à-dire savoir les choses, mais qui n'était pas fait pour le combat, la baston. Et c'est un petit peu ce que voulait son père, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui sache se battre, qui reprenne bien la virilité du clan des je sais plus comment il s'appelle, c'est du clan de la famille, quoi. C'est très intéressant de voir ça, de voir ce petit contraste entre la considération des femmes de la famille, la considération des hommes de la famille, surtout son père, qui donc le voit comme une honte, qui parle rapidement d'une épée héritage familial en acier valyrien, comme par hasard. Ah, le métal qui permet de tuer les marcheurs blancs, il fallait qu'il y ait une arme comme ça ici. Je suis sûr que ce sera utile. Je suis sûr que ce sera utile. Et ouais, il a honte de lui. Il y a pas mal de conversations, de moments assez forts, de malaise, qui appuient bien ce qu'a quitté Sam. Ce qu'il regrette, comment il était considéré. Moi, j'ai trouvé ça très bon, hein, vraiment. Un très bon moment qui développe bien Sam. Et Vert qui découvre un petit peu ce monde-là. C'est un très bon passage, quoi. Il y a de très jolis moments entre Sam et sa famille, et sa mère et sa fille. Il y a un moment vraiment où on a de la peine pour lui par rapport à la considération qu'a son père, parce que pour lui, c'est un bon à rien, en fait, qui ne sait pas se battre, et c'est un petit peu ce qu'il voulait d'un fils. Qui sache se battre, qui soit un vrai guerrier, tout ça, un homme à ses yeux. Et oui, Vert qui essaye de le défendre, qui se fait un petit peu repérer comme sauvageonne, donc il le prend super mal son père, mais il est tout de même prêt à la laisser vivre chez lui en tant que cuisinière aux cuisines, histoire de faire plaisir à sa femme, parce que voilà, sa femme voudrait pas trop ça. Rapidement, et Sam se dit merde, quoi, je sais que la citadelle n'accepte pas les femmes, mais merde, je t'emmène avec moi, on reste ensemble, on se barre, je pique l'épée rapidement, et si papa a quelque chose à dire, ben qu'il vienne me parler en face, merde. Sans de dire ouais, je m'affirme un petit peu devant ce qu'il a fait, même si c'est pas directement face à lui. C'est même vraiment pas mal ça, hein, j'ai beaucoup aimé, ça faisait longtemps, enfin, ça fait plusieurs épisodes qu'on n'avait plus vu ça, mais il est bien appuyé, bien illustré, j'ai beaucoup aimé ça. Un épisode un peu inégal avec certains développements que je trouve soit trop rapides, soit très mal amenés. Mais en dehors de ça, il y avait de nouveaux personnages, d'anciens personnages qui revenaient après pas mal d'épisodes de saison d'absence et ça faisait plaisir de les revoir. Il y avait des développements de personnages très simples mais efficaces, surtout autour de Sam. Et autour d'Arya, j'ai beaucoup aimé ce développement-là. Il y a beaucoup de choses qui ont rendu cet épisode vraiment sympa. Pas extraordinaire, mais bien sympa quand même, malgré les soucis pas anodins que j'ai. À bientôt pour l'épisode 7. Bye.